Donc, Paul, euh, toi, de par tes fonctions d'éducateur spécialisé, tu as cette particularité d'à la fois d'avoir ou de toujours exercer dans les quartiers de la politique de la ville, mais également dans les quartiers situés en ruralité. Est-ce que, selon toi, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a une différence de posture entre officier dans un quartier et officier dans des quartiers, entre guillemets, en ruralité? Est-ce qu'il y a une différence? On se pose toujours la question, hein. Oui, oui, non, c'est une question importante. Bah, avant d'y répondre, Faisal, et je te remercie. Je voudrais juste prendre deux secondes pour saluer l'initiative de cette table ronde. Moi, je trouve que c'est un événement qui est important et qui est utile. En tout cas, que nous, on souhaiterait utile à l'ensemble du travail social. C'est vrai que moi, je vais parler de la corporation que je connais le plus, hein, tu as dit, Faisal. Moi, je suis, euh, je suis éducateur spécialisé diplômé, en tout cas, même si je travaille dans les QPV depuis l'âge de 17 ans, depuis au moins 20 ans. Je suis diplômé depuis 2010. Euh, la question pour les éducateurs spécialisés, la question de l'identité professionnelle et du sens qu'on donne à sa pratique, elle est fondamentale. Ça fait partie intégrante de la culture professionnelle de l'éducateur. Et je pense qu'il est important de se poser de nouvelles questions. Alors, parce que le métier d'éducateur, alors, c'est connu, hein, c'est un métier qui attire beaucoup de militants, hein, au sens politique, au sens syndical, mais pas que, c'est surtout des militants, on peut les qualifier, des militants des droits humains, qui ont des convictions fortes, qui ont décidé de faire un métier avec du sens. Et moi c'est aussi pour ça, hein, que j'ai décidé, c'était ma manière à moi, quand j'étais à la fac, je savais ce que je voulais faire. J'étais quelqu'un de très militant, assez politisé, depuis toujours. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de faire de la politique avec un vrai sens, c'était de devenir éducateur spécialisé. Donc, et je suis pas un cas unique, en tout cas, dans la profession, même si on voit chez les jeunes éducateurs, je pense que Parcoursup payé pour beaucoup, ça tend un peu, ça tend à partir avec des étudiants de plus en plus jeunes. En tout cas, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, ça reste quand même des gens qui ont une empathie particulière dans la relation d'aide, qui peuvent être sensibles aux difficultés que les personnes qu'ils accompagnent rencontrent, et qui ont aussi, ça c'est important, qui sont sensibles des fois à des discours anti-establishment, anti, j'allais dire, administration, mais voilà, il y a quand même des difficultés. Et ça fait aussi partie, en mon sens, des angles morts de la constitution de l'identité professionnelle des éducateurs. C'est des questions, le rapport au commun, le rapport à l'universalisme, le sens qu'on donne dans le travail d'insertion qui est mené. Je pense que c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. Alors, je sais pas, je vais pas, parce que c'est tous des outils qui sont très utiles pour le travail social, la psychologie interculturelle, la sociologie, évidemment, mais chez les travailleurs sociaux, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des parcours universitaires, qui sont aussi sensibles aux dérives que peuvent rencontrer le monde universitaire, le monde syndical et certains partis qu'on trouve à l'extrême gauche, parce que heureusement, j'ai pas rencontré beaucoup de collègues situés à l'extrême droite. Donc c'est quand même un métier plutôt marqué, plutôt perméable quand même aux dérives qu'on peut constater, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Et moi, je pense dans un sens, il ne faut pas avoir peur de questionner ces pratiques vis-à-vis du cadre politique et du rapport qu'on peut avoir aux institutions. Alors, quand je dis nous, c'est nous, travailleurs sociaux, nous, éducateurs en général. Euh, et, euh, et ça me permet juste, parce que j'ai pris une note sur ce que disaient Pascal et Nathalie sur l'éducation populaire. Alors oui, Nathalie, tu disais que l'éducation populaire va mal. Moi, je pense
qu'elle est en état de mort cérébrale, comme dirait l'autre. Les dérives, moi, elles me semblent très, très importantes. Et je pense que cette question du sens et de l'identité professionnelle des acteurs de l'éducation populaire, c'est des questions qu'ils auraient dû se poser il y a bien, bien longtemps. Juste, j'étais un petit peu long, mais pour répondre à ta question, Faisal, sur la question, le rapport, la différence de posture professionnelle entre les quartiers prioritaires et les quartiers et la ruralité, parce que j'ai pas vraiment travaillé en fait en politique de la ville dans la ruralité, donc c'est vraiment je connais aussi la ruralité profonde, quoi. Donc les problématiques, elles sont différentes, mais les difficultés, elles sont réelles, hein, qu'on soit d'un territoire ou d'un autre. Moi, j'ai toujours considéré qu'il était dommage de vouloir opposer le jeune du Mirail avec le jeune qui habite dans le fin fond du Gers ou qui habite dans le fin fond du Lot. Il y a beaucoup plus de similitudes qu'il n'y paraît. Dans les deux cas, on retrouve des problématiques qui se ressemblent, que ce soit des problèmes de mobilité, d'insertion, des envies d'émancipation, cette envie de s'extraire aussi parfois de son territoire, et que les dangers auxquels ils sont confrontés, c'est souvent les mêmes, les problèmes d'addiction, les problèmes de drogue, l'augmentation des troubles psy et de plus en plus précoces, on les retrouve quel que soit sur le territoire, le décrochage scolaire. La façon dont le Covid, le confinement sont aussi passés par là, ça a été catastrophique. Je travaillais en QPV pendant cette période-là. À la fin du déconfinement, l'état des enfants était très préoccupant, et c'était pareil dans la ruralité, parce que c'est pas parce qu'on habite à Cahors ou à Nogaro dans le Gers qu'un enfant, le confinement, il va le passer dehors ou dans les champs. Il va le passer aussi sur son smartphone. Il va le passer avec les mêmes risques. Bon, après, forcément, il y a quand même certaines dérives qui concernent plus les QPV que la ruralité. Et ça, c'est aussi une réalité. Les problèmes de radicalisation, d'atteinte à la laïcité, c'est des choses qui sont beaucoup moins communes. Mais moi, j'ai tendance à penser que c'est pas pour ça qu'il faut pas pouvoir leur en parler, que organiser une semaine de la laïcité dans le rural, ça a aussi du sens, parce que le diagnostic montre il y a très peu d'enfants, de jeunes entre 18 et 24 ans qui sont dans le rural. Il doit y avoir 4 ou 5% de jeunes de cette tranche d'âge là par territoire. Et c'est pas étonnant, parce qu'à 18 ans, une fois qu'on a eu son bac, qu'on a eu son permis, ou qu'on va faire une formation, un apprentissage, on part sur Toulouse, quelques-uns sur Bordeaux, les autres un peu sur Paris, mais ils sont très peu euh, à rester sur leur territoire. Donc c'est important aussi, c'est des citoyens de demain, c'est des jeunes qui vont être confrontés aussi aux difficultés que peuvent rencontrer le vivre ensemble. La République, ça les concerne aussi. Et puis, il y a eu certains drames il y a quelques mois, dramatiques, comme à Crépol, qui montrent que finalement, aucun territoire n'est épargné pas pas par ces questions-là, quoi. Euh, donc, après, je vais conclure là-dessus, mais enfin, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, ça reste les premières lignes, ça reste ceux qui voient en premier les failles de notre société. Moi, quand j'ai commencé même mes stages en prévention spécialisée, éducateur de rue, euh, vraiment au contact ça a été très formateur. Il y avait déjà des signaux faibles pour qu'on pouvait percevoir. La situation n'était pas aussi grave que ce qu'elle est aujourd'hui. C'était avant, à Toulouse, avant les attentats de Mohamed Merah, mais il y a énormément de signaux faibles qui auraient dû alerter les institutions, les administrations, dans la relation aux jeunes, l'espèce, Guylaine, tu en as parlé, un repli identitaire, mais qui se percevait déjà dans les années 2000. Et encore, j'avais pas un œil particulièrement aiguisé sur ces questions-là. Mais c'était déjà des questions qui m'intéressaient. Donc, on voit bien, là, en plus 15 ans après, l'augmentation des revendications identitaires, et ce, quel que soit le public, hein. Je pense que tous les publics sont concernés, et il me semble qu'il est important dans la construction de l'identité professionnelle du travailleur social,
de passer par l'acceptation et la promotion de nos valeurs qui nous sont communes, dont la laïcité, dont les valeurs de la République. Euh, de ne pas se situer, quand on travaille dans les quartiers, bon, en préparant cette table ronde, c'est ça, on en avait parlé. Moi, je trouve pas que ce soit porteur de sens pour un jeune victime de bavure. Alors oui, il peut y avoir des bavures, oui, il peut y avoir des rapports police-population difficiles, mais aller dans le sens d'un jeune, promouvoir ou fermer les yeux sur des discours anti-police, anti-État, qui soutiennent un racisme d'État, moi je trouve que c'est pas acceptable et je pense qu'on rend absolument service à personne en faisant ça et des exemples, on peut en trouver beaucoup. Parce que c'est vrai qu'autant dans l'éducation nationale, les atteintes à la laïcité euh, et les menaces, on peut les quantifier. Dans le travail social, c'est pas possible, hein. Je ne connais pas une seule MEX, une seule maison d'enfants à caractère social qui va faire remonter toutes les atteintes qui vont vivre au quotidien. En tout cas, juste pour finir, je conclurai là-dessus. Je pense qu'il est important de ne céder ni à la facilité, ni aux petits renoncements du quotidien, et que, encore une fois, ce n'est bénéfique vraiment pour personne. Merci, merci Paul.